Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 218. Au programme cette semaine, c'est l'heure du soleil et de kangourou du côté de l'Australie puisque c'est le retour du World Superbike. Une nouvelle ère commence pour le championnat avec le départ de Toprak et l'arrivée de beaucoup de pilotes venant du championnat MotoGP. Et pour vous raconter tout ça, cette semaine, je retrouve Thibaut. Comment ça va Thibaut ? Salut Ophélie. Écoute, ça va très bien. Prêt pour une nouvelle saison. Et on va avoir du boulot. Avec nous, Thibaut, j'ai pas encore eu la chance d'enregistrer avec lui depuis qu'il nous a rejoint, mais c'est le rookie de la saison, celui qu'on va devoir bisuter un petit peu cette année, c'est Nico. Comment ça va, Nico ? Salut Ophélie, salut Thibaut. Très content de parler du World Superbike parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent. Et moins content pour le bisutage, par contre. Ça, je passe mon tour. On est gentil, t'inquiète. On te fera juste faire les épisodes sur Marquez pour que je les fasse pas. Alors, on fait un petit point juste sur les news annexes puisque c'est une info qui nous est parvenue il y a quelques jours. C'est l'annonce de la diffusion du FSBK sur YouTube pour 3 saisons. Donc c'est un gros changement et un gros virage pris par la FFM pour le championnat. C'est une très bonne chose pour les pilotes français qui vont gagner en visibilité probablement et peut-être avoir un moyen plus évident d'attirer des partenaires. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Et du côté du championnat du monde de vitesse féminin, il a été annoncé qu'il sera diffusé sur Canal. Donc un gros changement pour eux aussi qui n'était diffusé que sur la plateforme World Superbike et sur YouTube, à voir ce que ça va donner puisqu'on connaît pas trop encore le format, si ça va être diffusé tout seul pendant le week-end avec 2 courses de 20 minutes, c'est un peu obscur, mais c'est les 2 gros changements pour ces championnats qui ont un gros besoin de visibilité pour les années à venir. Avant qu'on passe au World Superbike, est-ce que vous avez un avis, une réaction sur ces nouvelles ? Non, écoute, c'est très bien, hein. C'est que ce soit pour le FSBK ou le championnat féminin. Le FSBK, ça fait une quinzaine d'années qu'on se dit tous qu'il faudrait le diffuser même sur YouTube ou une plateforme gratuite. Donc là, c'est vraiment bien. Et pareil pour le championnat féminin. Si on veut vraiment développer ce championnat, c'est la seule solution aussi de le mettre sur des chaînes à grande écoute. Ouais, assez d'accord aussi. Assez d'accord aussi parce que je trouve que c'est un peu dommage pour la diffusion était quand même assez faiblarde sur le championnat de France Superbike. Et il y a quand même suffisamment de moyens maintenant, que ce soit sur Twitch ou là en l'occurrence YouTube, de diffuser ça avec une retransmission qui est intéressante. Surtout que c'est un beau championnat avec de bons pilotes. Il y a du niveau, il y a un niveau qui augmente d'année en année, donc c'est bien. Ça aurait sans doute effectivement dû être fait plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais, donc c'est une belle nouvelle. Et pour le championnat de France, le championnat du monde, en féminin, là aussi c'est une bonne chose, parce que ça, c'est ce qui va apporter de la visibilité. Le championnat ne demande que ça. On a en plus des Françaises qui sont à un bon niveau, notamment avec Lucie Poutel qui a de grosses ambitions. Donc il faut mettre tout ça en avant et ça rentre aussi dans la stratégie de Canal de mettre en avant les sports mécaniques féminins. On l'a vu avec les filles j'ai perdu le nom de la formule, mais avec Dorian Pin notamment. F1 Academy. F1 Academy, merci beaucoup. Donc ouais, non, je trouve ça plutôt cohérent et intelligent. Ouais, je vous rejoins là-dessus. Bon, on verra ce que ça donne quand ça sera enfin diffusé. On va passer tout de suite au Superbike, les garçons, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. 2025, ça s'est terminé dans l'euphorie et surtout avec un peu de nostalgie du côté autant des spectateurs que dans le paddock, puisque le titre a été remporté par Toprak devant Bulega Bautista dans un dernier week-end qui a beaucoup fait parler et fait couler beaucoup d'encre entre les fans italiens et les fans turcs, puisqu'il y a eu
un petit événement entre les deux pilotes sur la piste. Et puis surtout pour la nostalgie, c'est qu'on a vu le grand départ de Toprak enfin en MotoGP. C'était sa dernière saison en World Superbike. Pour le moment, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Et surtout, le départ à la retraite de Jonathan Rie, qui fait ses adieux au sport moto en tant que pilote, de quoi nous laisser très curieux sur ce qu'on va pouvoir attendre sur la saison 2026. On a eu aussi l'annonce du calendrier pour cette nouvelle saison, qui comportera 12 manches et qui commencera dès ce week-end en Australie à Phillip Island. On change pas une équipe qui gagne en commençant sur le plus beau circuit du monde durant le week-end du 20 au 22 février et qui se terminera du 16 au 18 octobre en Espagne. On retrouvera les manches habituelles avec la République tchèque, Émilie-Romagne et surtout Manicourt du 4 au 6 septembre. On invite toutes les personnes qui écoutent cet épisode à aller faire un tour du côté de Manicourt, même s'il n'y a pas grand-chose à y faire, c'est l'événement à pas manquer puisque on y voit souvent de très très belles courses. Pour commencer cette saison, on va faire le point sur les arrivées et les départs. Et puis Thibaut et Nico, vous me direz ce que vous en pensez pour cette saison 2026. La grosse arrivée qu'on va tous les trois attendre, je pense, c'est celle de Oliveira chez BMW qui rejoint Petrucci dans le team à la place de Toprak et de Van der Mark qui lui aussi est parti pour rejoindre les paddocks de l'endurance. On a également Lequena qui remplace Bautista chez Ducati. C'est un choix assez étonnant au vu du palmarès et du talent des deux pilotes. Ensuite, on a Bautista qui va aller remplacer Petrucci chez Barni. Virer chez Yamaha à la place de Rie, qui devient pilote test Honda, du coup. Et puis chez Honda, on a Chantra et Dixon, deux noms qu'on connaît bien du côté du MotoGP, qui remplacent Virer et Lequena. Et puis encore un peu de mercato, puisqu'on a Manzi qui arrive chez Yamaha GRT à la place de Eigarter. On a Sura qui va arriver chez Moto Corsa à la place de Vickers. Et puis Baldassari qui sort d'un chapeau de nulle part et qui vient remplacer Iannone chez Go Eleven. Et en parlant de Iannone, Thibaut, tu nous en as parlé avec Pierre et ça nous a fait un peu rire quand même. Iannone a décidé de se croire dans les années 80 et de monter sa propre équipe avec une Ducati. On sait toujours pas s'il va participer à la saison. Il est plus inscrit dans la liste des engagés. Il sera pas présent non plus en Australie. Ça arrive avec les teams qui sont parfois pas prêts pour le début de saison. Donc on verra s'il va rejoindre quelques courses en Europe. C'est un peu le gros mystère autour de ce pilote. Nico, qu'est-ce que ça t'inspire tout ce mercato pour cette nouvelle saison ? C'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations finalement. C'est une saison qui est quand même assez ouverte parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements et de départs. Le fait que Toprak parte, ça laisse quand même une grosse place, un gros vide. Parce que c'était quand même un pilote vedette et qui avait un charisme, une présence et qui portait la discipline. Maintenant, on va sans doute en parler ensuite, mais la grosse question, c'est pour moi maintenant après les tests, c'est Honda, comment ça va se passer, parce qu'il y avait quand même un line-up qui était intéressant. Et le line-up n'est plus là, donc on va voir. Mais il y a beaucoup d'interrogations, je trouve, beaucoup plus que il y a peut-être plus même d'interrogations en World Superbike derrière notre ami Boulega. Il y a beaucoup d'interrogations, je trouve. Boulega, pour l'instant, c'est un peu le seul facteur sûr, entre guillemets, du line-up cette année, je trouve. Enfin, on le voit, on parlera des tests après, mais pour moi, c'est le seul sur lequel il n'y a pas de point d'interrogation, autant sur la progression que sur l'arrivée, tout simplement. Thibaut, ton ressenti ? Ouais, moi je suis super enthousiaste pour cette saison Superbike, en fait, tout simplement parce qu'on a beaucoup de changements, soit des nouveaux pilotes ou des pilotes qui changent d'équipe, d'écurie. Et en fait, à chaque fois, je me dis ouais, c'est super et tout, et après 3 courses, en fait, je suis déçu. Donc laissez-moi encore rêver, croire qu'on va voir de super choses. Mais comme tu dis, en fait, à part un Boulega qui devrait être devant, et on sait qu'il va jouer devant, derrière, on ne sait pas du tout qui peut faire podium, qui peut faire top 5, qui va être décevant, quel pilote va être à la rue complet. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant. Je suis pas ultra d'accord avec toi. Tu vois, je suis assez optimiste
sur ce que Petrucci va être capable de faire sur la BMW. Je pense que c'est un pilote qui sait tordre un peu la moto à ce qu'il a envie d'en faire. Surtout que la BMW, c'est quand même la BMW qui a été laissée par Toprak, donc c'est moins un tracteur que ce que ça avait pu être. Oliveira, pareil, faut qu'il s'adapte, mais je pense qu'il y a quand même il y a l'expérience qui va jouer en sa faveur. Après, évidemment, faut qu'il se réadapte à une moto qui est pas du tout la même qu'en MotoGP. Il y a les pneus, il y a 1 milliard de variables qui vont jouer, mais je pense que eux, on risque de pas être tant déçus que ça. Du moins, je l'espère. Et surtout, Petrucci, autant Petrucci que les frères Loves, quand ils finissent pas au bac, on est en mesure d'attendre quand même des belles choses dans une continuité de ce qui s'est passé l'année dernière. En tout cas, je l'espère, parce que si, comme toi, au bout de 3 courses, je suis déçue, ça va pas être une saison très sympa. En tout cas, je mise sur un Boulega titré à Manicourt. Il y a eu un gros changement, enfin un gros changement. Non, c'est pas un gros changement, c'est une nouvelle qu'on a eue il y a quelques jours et qui fait encore pleurer dans les chaumières à juste titre. C'est le lest que va devoir s'infliger Bautista chez Barni cette saison. Il prend 8,5 kg de lest sur sa moto. Et on le voit déjà là pendant les tests en Australie, c'est déjà très très compliqué pour lui ce poids qu'il rajoute à sa moto simplement. Nico, on en avait parlé dans un épisode avec Michael Morel qui travaille à la Dorna du côté du World Superbike, qui disait que c'est quelque chose qui existe dans d'autres sports, etc., et que c'était pas injuste entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça fout en l'air déjà d'avance la saison de Bautista, qui est quand même un pilote avec un profil atypique? Bah, moi, je vais plutôt m'inscrire en faux, justement, par rapport à ce qu'avait dit effectivement, ce qui avait été dit effectivement dans l'épisode que tu viens de mentionner. Moi, je trouve que ça fausse complètement l'esprit de la moto, parce que certes, il est effectivement, voilà, c'est un profil atypique, c'est un jockey, hein, c'est un Dani Pedrosa bis, finalement, qui est très petit, très léger. C'est pas seulement un avantage, hein, parce que faut de la force pour amener la moto sur des circuits physiques. Ça peut aussi physiquement, il a moins de force, hein, de fait, que d'autres. Katoprak qui est très grand justement. Et je suis déjà assez contre la balance de performance en sport auto. C'est pas pour être pour en moto. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, je trouve ça assez injuste, parce que Bautista, il est comme il est. Je pense que si on lui avait demandé s'il avait pu faire 7 ou 8 kilos de plus et 10 centimètres de plus, je suis pas persuadé qu'il aurait dit non. Il aurait peut-être sans doute dit oui. Je trouve ça un peu dommage, et je trouve que, à mon sens, ça va complètement à l'encontre du sport. C'est pourquoi on baisserait le niveau de performance d'un pilote. C'est pas dans ce sens-là que ça doit aller. Normalement, c'est plutôt aux autres de dire, il est plus fort que vous, bossez pour le rattraper, quoi. Enfin voilà, pour moi, ça va complètement à l'inverse du sport et de ce qu'on peut de ce qu'on peut attendre d'une compétition de sport mécanique, quoi. Ouais, mais regarde, en karting par exemple, les cartes sont lestées. Ouais, mais ouais, c'est vrai, mais Si en sport méca, pourquoi on le fait dans certains sports méca et pourquoi ça serait plus injuste dans un autre? Après, ça peut oui, être une question philosophique et on peut en débattre pendant des heures, hein, y a pas de ouais, souci, ouais. mais Non, mais c'est vrai, t'as pas tort. Mais le karting, c'est des petites catégories, et on n'est pas ou sur des pilotes qui ont un âge adulte, on va dire. Donc je peux comprendre qu'il y ait une notion d'égalité à ce moment-là, pour que chacun ait ses chances. Là, on est quand même sur un sport où tout le monde a, voilà, on n'est pas sur des amateurs qui ont 8, 9, 10, 11 ans, quoi. Là, on est sur des sportifs professionnels qui ont des années de moto derrière eux. Et ouais, enfin, pour moi, ça va pas dans ce sens-là, parce qu'encore une fois, quand Bautista était chez Pramac sur la Ducati, qui était une moto qui était hyper physique à emmener et extrêmement compliquée, il a pas performé. Je pense que, pour reprendre ce que je disais, si à ce moment-là, on lui avait dit, vas-y, tu fais 10 centimètres de plus, 7-8 kilos de plus, tu les prends, je pense qu'il les aurait pris sans problème, hein. Donc c'est pas seulement un avantage, et c'est là que moi je trouve ça dommage. Je trouve que ça va pas dans le sens de la compétition, de baisser le niveau de quelqu'un en lui rajoutant du lait, surtout que là on parle quand même de 8 kg et demi, quoi. Ouais, c'est surtout ça. C'est 8 kg 5. Enfin, c'est énorme. Quand on se dit que le pilote, Bautista, il doit faire quoi, 60 kilos?
En fait, ça lui change complètement. Enfin, le poids. Où est-ce qu'on va mettre les 8,5 kg? Est-ce qu'on peut le mettre vraiment sur toute la moto? On peut. Alors, il me semble que oui, on peut le mettre n'importe où sur la moto, mais même pour lui, ça change le centre de gravité. Enfin, c'est ça en fait qui est beaucoup. C'est pas 3 kilos, 8,5 kg. Ouais, ça commence à faire. Ouais. Ouais. J'ai tapé Et pendant que vous posiez la question poids Bautista. On m'a proposé le poids de quelqu'un on m'a mis David Bautista qui fait 109 kilos. Je me suis dit que c'était pas la bonne personne. oui, non, Dave Bautista, c'est pas la même personne, effectivement. Je ne sais pas qui c'est pas très grave, mais Bautista fait 58 kilos. Donc effectivement, ça fait tout de suite un gros changement sur le poids du pilote, par rapport à un Petrucci par exemple. Après, moi, je suis partisane de me dire que ça fait partie du sport et qu'il y a des raisons pour lesquelles ça a été mis en place dans les règlements, etc. Mais effectivement, on perd un peu le côté route qu'on peut aimer dans la moto, tu vois, avec moins de règles, moins de cadres, etc. Il y a du cadre qui est nécessaire sur plein de choses. Celui-là, je suis pas certaine qu'il soit indispensable, mais effectivement, on verra ce que ça donne et peut-être qu'on reverra malheureusement jamais Bautista au plus haut niveau à cause de ça. Bah justement, j'allais terminer là-dessus. Je pense que ça flingue sa carrière. Ça flingue la fin de sa carrière, clairement. Ouais, sa fin de carrière, parce que sa carrière elle est déjà bien avancée. Oui, ouais, c'est ça. Après, il aurait pas eu besoin de mettre du lest s'il avait gardé ses tresses, mais bon, c'est ta faute finalement. Bon les garçons, je vais commencer par vous poser une question. Qui est-ce que vous placez en favori pour cette saison 2026, Thibaut? Ah bah, à part Boulega, je ne vois personne d'autre. Nico, t'es d'accord avec ça? Et c'est ça, hein. Moi, j'ai du mal à voir qui pourrait être en mesure en tout cas au début de la saison, qui pourrait être en mesure d'aller chercher Boulega. Il connaît la moto par cœur. Il termine vice-champion tout près de Toprak, sur les premières courses de la saison du moins. Va falloir aller se lever tôt pour aller chercher, je pense. Surtout quand on voit à quel point la Ducati domine. Bah, puis surtout que derrière, c'est un peu plus homogène, entre guillemets, en termes de line-up. Quand tu regardes le classement de l'année dernière, il finit quasiment à 300 points de Bautista. Il n'y a pas d'équivalent, à moins que Oliveira ou Dixon, en arrivant dans la catégorie, et une révélation et une lumière qui s'allume. J'ai un peu de mal aussi à voir comment il serait capable d'aller le chercher. Je pense que pour moi, les seuls qui peuvent vraiment aller l'embêter et de manière du coup ponctuelle pour aller grappiller des points, c'est Petrucci et les frères Love. Enfin surtout Alex qui était plus en forme que son frère l'année dernière. Et peut-être même un peu Locatelli. Mais encore une fois, pareil, il y a des changements de team, il y a des changements de moto, il y a un changement de manufacturier. Donc tout ça fait qu'on rabat un petit peu les cartes pour cette nouvelle saison, quoi. En fait, à part Boulega et puis, comme tu dis, Locatelli, on n'a que des nouveaux, on va dire, plus ou moins dans le top Ouais. 10 de l'année dernière. C'est que soit des nouveaux pilotes, soit des changements de team. Bon, après, ok, on a les frères Loves et Bassani sur Bimota, mais bon, la Bimota Kawa là, avec Alex Loves, Bassani, c'est quand même pas exceptionnel. Et puis Sam Loves, on sait qu'il est rapide, mais on sait aussi qu'il termine pas les courses. Ouais, c'est clair. Ça va être un peu le point à voir cette saison. Après, ce qui peut porter préjudice au championnat, je pense, d'avoir Boulega seul face à tous, c'est qu'il n'y aura pas d'enjeu, entre guillemets. Et je reparle de cet épisode, mais parce que du coup, c'est ultra intéressant d'avoir pu aborder ça avec quelqu'un qui est au centre du Spaddock. Mais l'épisode qu'on a fait avec Michael Morel, c'est ce qu'il disait, c'est qu'ils allaient devoir, eux, pour le championnat, complètement se réinventer avec le départ de Toprak et montrer que le championnat et World Superbike ne dépend pas que de Toprak et de cette tête d'affiche. Là, je pense qu'ils vont devoir beaucoup miser sur Boulega, que ce soit en dehors pour la com, comme en piste. Sachant que pour la com, Boulega, c'est pas le pilote le plus expressif et le plus je perds le terme, charismatique. ouais, non mais pas bankable. Tu vois, c'est pas le pilote sur lequel tu vas miser pour faire de l'argent. Donc je pense que même s'il est archi favori, ça sera pas dans les flammes et le spectacle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Boulega, effectivement, c'est pas il est, comment dire, par rapport à un Toprak qui est très très haut en couleur.
il serait un peu terne si on devait faire une analogie. Bon les gars, Bah, voilà, après, techniquement et en piste, il va avoir un libre champ pour lui de pouvoir montrer son talent et tout ce qu'il est capable de faire sur une moto. Parce que faire face à un Toprak, c'est comme faire face à un Marc Marquez en MotoGP. C'est faire face à des extraterrestres qui ont un niveau qui est au-dessus de la norme et qui aussi bien que tu puisses être très très fort, c'est comme vouloir aller faire un marathon contre Kipchoge. Il y a un moment donné, tu peux pas espérer gagner à tous les coups, c'est pas possible. Alors, je ne connais pas cette personne, mais je suis d'accord avec toi. Et ben, je t'enverrai des vidéos et tu feras ta culture running. Course à pied. Ouais, c'est un pilote, n'importe quoi, un sportif de grand talent. D'accord. Bref, dans les favoris, on a quand même Petrucci et Oliveira. Est-ce que vous pensez, Thibaut, je te laisse répondre à cette question, est-ce que tu penses que BMW peut survivre au départ de Toprak malgré l'arrivée de deux gros noms, entre guillemets, puisque c'est pas des peintres qu'on retrouve dans le team? Survivre au départ de Toprak, ça va être difficile de faire aussi bien que Toprak sur les 2 dernières saisons. Donc, si on compare par rapport à Toprak, on risque d'être déçu. Maintenant, Petrucci, Oliveira, pour moi, ils peuvent régulièrement être sur le podium. Bon, il faut qu'Oliveira arrive à bien s'adapter à cette moto, enfin à ce championnat, à ce changement de catégorie. Pour Petrucci, on le voit depuis 2 saisons, c'est top 5 quasiment à toutes les courses. Quand devant, il y avait des petites erreurs, que ce soit Toprak ou Boulega ou Bautista, il montait sur le podium. Donc Petrucci, moi je m'attends à le voir un peu comme l'année dernière, tout le temps dans le top 5, voire dans le podium, sur le podium, quand devant, enfin surtout que là devant, on va pas avoir, à part Boulega, on n'a pas d'autres pilotes habitués à jouer les podiums. Et pour Oliveira, après on le connaît quand même en MotoGP. Alors oui, il a eu du mal depuis 3 saisons. Le MotoGP quand même est un championnat très très relevé. Oliveira, c'est pas un peintre. Donc Oliveira sur le podium, moi, je le vois en fin de saison sur le podium. Bah, de toute façon, Oliveira, déjà sur le podium, c'est une certitude, mais surtout, il y a des manches qu'il va avoir envie d'aller chercher de toute évidence. Enfin, là, on va Maintenant, faut voir pas qu'il se blesse. Oliveira qui va... C'est ça, potentiellement, c'est ce que j'allais dire. Oliveira termine une course à Portimao, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et ça peut que être grisant pour lui. Moi, dans les favoris, alors c'est complètement une take vraiment un peu, je mise sur un cheval, on n'est pas sûr. C'est Mandy. Je suis très 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 curieuse de voir ce que Mandy va faire dans la catégorie parce que Mandy c'était un peu le seul qui était capable d'aller titiller Boulega. Au-delà de la performance sportive en termes d'humains, ils sont quand même ces deux pilotes qui se tirent la bourre. Donc je serais pas étonnée qu'il aille chercher un petit peu devant et qu'il aille chercher un petit peu au moins des podiums et se placer top 5 dans la catégorie en fin de saison. Moi, ma tech, ça aurait été Dixon, mais bon, bah voilà. Ouais, Manzi, j'ai un peu de mal, je sais pas trop. Bon après, c'est vrai qu'il a quand même fait 2 super saisons en super sport. À voir s'il arrive à bien s'adapter à cette Yamaha Superbike. Mais oui, ça pourrait être un peu comme un Locatelli aussi, à jouer les top 5. Et pourquoi pas finir meilleur pilote Yamaha. Alors du côté des outsiders, on a parlé de Bautista. Je pense qu'on est assez d'accord pour se dire qu'on va pas le placer en tête du championnat. Il est peut-être quand même capable, au vu de son niveau et de son talent, d'aller chercher des podiums dans la saison. C'est pas Oui, trop. Moi, oui. j'ai un peu peur avec Bautista. Là, il est dans le truc, on lui a rajouté ses 8 kg 5, il va pleurer à toutes les courses. Et en fait, il ne va parler que de ça. En fait, ça fait 3 ans, Bautista, il se plaint tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, bon, bah ouais, c'est comme ça. Enfin, tu peux être contre. Je comprends que lui, il trouve ça pas normal, mais malheureusement, c'est la règle. Donc, ça sert à rien de chouiner à toutes les courses. Maintenant, bah, tu te tais et tu essayes de piloter. De toute façon, on va pas changer le règlement pour lui. Donc, et c'est là en fait où j'ai un peu peur, parce que l'année dernière, c'était quand même un peu ça à certains moments. Il y a des courses, quand il n'était pas là dans le week-end, il terminait par terre quand même très régulièrement. Donc, j'ai un peu peur que ça soit vraiment une saison très difficile pour lui. Et j'espère pas, parce qu'au bon Peut-être final, même c'est la quand même dernière saison. Ouais.
Bon, c'est comme un super pilote, que ce soit avant quand il était en GP ou en Superbike, qui a quand même souvent fait des très bons résultats. Donc j'espère pas que ça va se terminer en d'autres boudin pour lui, parce que il le mérite pas. Et il rentrera dans la catégorie de ces pilotes qui auraient dû prendre la retraite bien plus tôt, quoi. Ouais. C'est après oui, effectivement, on va l'entendre chouiner, je suis d'accord, mais d'un côté, si lui ne le dit pas, qui va le dire pour lui? Ah bah personne. Mais c'est vrai que c'est le seul dont on entend parler et on sait même pas si d'autres pilotes ont du lest sur leur moto. Et c'est pas communiqué et on fait un focus sur Bautista, mais potentiellement c'est pas le seul à en avoir. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas le seul. Après, à ce point-là, je pense quand même que c'est le seul, hein, parce que lui, pour parler Oui, c'est vulgairement, limité. il prend cher, donc ouais. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas Pedrosa qui roule avec lui et qui aurait le droit aussi. Thibaut, tu voulais parler de l'Equena? Ouais, moi j'en attends. Enfin, c'est vraiment le pilote que j'attends. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Parce que sur la Honda, en fait, la Honda ces dernières saisons, c'est est-ce que la moto était mauvaise comme depuis 15 ans ou est-ce que les pilotes ne sont pas bons avec Lequena et Vierret ces dernières saisons. Et l'année dernière, on a quand même vu que bon, ils étaient pas trop mal. De temps en temps, ils arrivaient à faire un top 5. Et là, Lequena qui va avoir la meilleure moto, et ben là maintenant, à toi de jouer. Lequena, il a été en moto GP, alors il n'a pas eu non plus sa chance pendant très longtemps, en plus sur une KTM qui n'était pas la meilleure moto. Et en fait, il a 26 ans, mais je sais toujours pas quel est le niveau de ce pilote. En fait, on se pose toujours la question. Superbike sur la Honda, bah, on ne sait pas vraiment le niveau de la moto. Et là, maintenant, en fait, il ne va plus avoir d'excuses. Et donc, bah, s'il est 6e, 7e, bon, bah, ciao pour ta carrière. Hein. Tu peux commencer à regarder pour aller en endurance ou ailleurs. Mais en fait, Lequena, on nous a tellement dit pendant des années et des années, il a du talent, c'est un pilote atypique, il peut faire de grandes choses dans sa carrière, qu'en fait, on est un peu dans le vide, quoi. Parce on sait pas. On sait pas, en fait, il a jamais eu la moto qui lui permettait de prouver ce talent-là. Et bah, c'est vrai que je suis rejoint là-dessus. On ne sait absolument pas quoi en penser. Parce que Honda en Superbike, c'est un peu jeté moi non plus. Chaque année, on a l'impression que la moto a du potentiel. Il y a des changements dans le management, dans la pilote, mais ça me concrétise jamais. Donc ouais, c'est vraiment là, ceci dit, il n'y a plus d'excuse parce qu'il a la meilleure moto du plateau. Donc on va enfin pouvoir le jauger. Lui, il doit jouer le podium à toutes les courses. Et même un top 5 au final au championnat, enfin une 5e place, 6e place, ce sera Ce une serait saison décevant. ratée. Oui, Bah ce oui, serait décevant, c'est clairement. Ouais. là en fait aujourd'hui et même comme tu le dis Nico, avec tout ce qu'on a toujours entendu sur ce pilote qui était quand même arrivé en Moto 2 à 17 ans, en Moto GP à 19-20 ans, en fait on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il est capable de faire. Et là, Ouais, on c'est va ça. voir. C'est ça en fait, c'est que c'est ouais et pourtant il a une carrière voilà effectivement en fait, c'est vrai qu'on oublie qu'il a déjà 26 ans et on ne sait, on n'a aucune idée de son vrai niveau. On sait qu'il a un beau potentiel mais ouais là voilà là effectivement ouais c'est minimum podium en fin de saison. Sinon oui ce sera considéré comme une saison ratée parce que là il a à mon sens de loin la meilleure moto. Ah bah, j'ose espérer pour lui quand même, parce que là, à un moment donné, il faudrait se poser les bonnes questions sinon. Je vais pas vous paraphraser sur le pilote, je pense qu'on est assez clair et assez lucide sur le personnage. Moi, c'est un pilote que j'affectionne particulièrement, donc j'ai quand même hâte de voir s'il est capable d'aller aux avant-postes ou pas. Si c'est pas le cas, il aura au moins le mérite d'être sympathique. Il y a un truc dans les Outsiders qui me fait poser la question de ce qu'on en pense, sachant que pendant les tests à Phillip Island, il s'est pas débrouillé trop mal. Et ça part surtout d'une vidéo que le World Superbike a diffusée en demandant à chaque pilote qui est-ce qu'il verrait en tant que champion pour 2026. Ils ont tous répondu pour la plupart Boulega, sauf un, Baldassari, qui a répondu moi. J'avoue, j'ai ri sur le moment parce qu'il m'a fait un petit peu de peine. On aurait dit un enfant dans un coin qui disait « sinon, coucou, moi je suis là, je sais quand même faire 2-3 trucs. » Et lui, il vise le titre. Est-ce que c'est un pilote qu'on peut aujourd'hui considérer comme un outsider, sachant que il a tourné
il s'est placé 3e au test de Phillip Island. Alors comme d'habitude, les tests, ça ne veut rien dire, mais il est moins visible que ce qu'il a pu être en début de saison les années précédentes. Je suis d'accord. Moi, Baldassari, c'est un pilote que j'ai toujours apprécié quand il était en Moto 2. Et en fait, il a eu une chute un peu Enfin, il est passé de tout à rien en 2 ans. Faut pas oublier, Baldassari, on a failli le voir en MotoGP en 2019 à la place de Quartararo. C'était soit Quartararo, soit Baldassari. À cette époque-là, il gagnait des courses, il visait le titre de champion du monde. Et à partir de 2020, il a complètement disparu en Moto 2. Ensuite, il est parti en Supersport où il a été très bon. Il est arrivé en Superbike avec le GMT, catastrophe. Et ensuite, là, la saison dernière, il était en Moto E. Donc là, en fait, il a eu 4-5 saisons très, très, très difficiles. Mais Baldassari, en 2018-2019, c'était un pilote, on se disait, ouais, bah lui, pourquoi pas en MotoGP. Donc, est-ce qu'il a vraiment perdu son talent? Je ne sais pas. Alors, honnêtement, j'ai du mal à le voir dans le top 5 du championnat, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il arrive à bien s'adapter à cette Ducati, si son début de saison commence bien. Maintenant, pour lui, ça va quand même beaucoup être dans la tête. Hein. Donc, mais bon, peut-être quand même pas pour le titre. Hein. Faut pas rêver. Non, puis comme tu dis, c'est dans la tête. Surtout, c'est pas un pilote. C'est un pilote Madeleine un peu. C'est un pilote qui peut facilement se faire manger parce qu'il est trop gentil. Du coup, je pense que faire face au un pilote pilote qui l'attend. Madeleine. On n'avait jamais entendu celle-là. C'est mais c'est beau. de mon invention, mais je trouve que ça lui va bien. Et ouais, je pense que pour aller faire face à ce qu'il va avoir devant lui, ça va être compliqué, quoi. On verra du coup ce que ça va donner. De toute façon, ce week-end, rien que Phillip Island pourra nous donner la tendance un peu sur ce qui nous attend les quelques prochaines semaines. Et puis pour finir sur les outsiders, Thibaut, tu voulais nous parler de Yamaha? Ouais, alors eux, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec Yamaha. Locatelli, la saison dernière, a été moyen par rapport à ce qu'il nous avait montré en 2023-2024. Vierre, bah, c'est un peu comme les Kona, c'est un pilote, là sous la Honda, on ne sait pas trop quel était son vrai niveau. Quand il était en Moto 2, bon, c'était un pilote moyen, mais moyen plus, on va dire, toujours dans le top 10. Donc lui aussi, j'aimerais bien voir ce qu'il va donner. Et Rémi Gardner, Stefano Manzi, bah, c'est pareil, je pense qu'ils peuvent faire de bonnes choses, comme être 10e en fait. Donc c'est vraiment l'équipe, voilà, ils n'ont pas une star, ils n'ont pas le pilote pour vraiment être sur les podiums, comme le recrutement de Réa l'était il y a 2 ans, même si Réa c'est une catastrophe sur la YAM. Mais au moins, avant, ils avaient un pilote quand même, que ce soit Toprak, Réa, on se disait, bon, bah lui, c'est le numéro 1. Aujourd'hui, on n'a pas un vrai pilote numéro 1. Parce que Locatelli, même s'il fait des bons résultats, il n'a pas la stature pour être pilote numéro 1 Yamaha. Après, le problème de Yamaha, je pense malheureusement, et pour faire un peu le parallèle avec les championnats nationaux et l'endurance, c'est que la R1, je pense que ce n'est plus un cadeau, dans le sens où c'est une moto qui a finalement assez peu évolué depuis son lancement, dont c'est 2015, je crois, les R1 de cette génération-là. Donc, alors il y a eu des évolutions, bien sûr, hein, mais c'est quand même extrêmement faible. Hein, la plateforme technique est la même. Et c'est une moto qui est en bout de développement, qui n'évolue pas. Et ça reste intéressant d'avoir un bon guidon d'usine. Mais je pense que ça va être quand même compliqué de faire mieux quand on voit l'armada qu'il y a devant, le nom de Ducati, BM qui met du gros moyens, Honda aussi. C'est compliqué quand même pour Yamaha derrière de se placer et d'avoir un bon niveau. Extrêmement déçu que tu places pas tout sur Rémi Gardner quand même. Ah, en plus, j'aime beaucoup Rémi Gardner. Vraiment, c'est un gars ça a l'air d'être un chouette gars. Il est australien, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais même Rémi Gardner, malheureusement, enfin, le problème c'est la moto. Et quand on en parle avec des pilotes d'endurance, bah ils sont déboîtés par toutes les BM et les Honda parce que la plateforme fait 15-20 chevaux de moins d'origine. Tu peux faire la meilleure préparation que tu veux, avoir les meilleurs ingénieurs que tu veux. Dans les autres marques, ça bosse aussi, et les 15-20 chevaux d'écart à la base, ils sont toujours, même avec des motos, tapés jusqu'à l'os. Donc
malheureusement, le déficit de performance de la moto fait que ça me semble compliqué de voir une R1 jouer devant régulièrement. Ça va être. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que c'est assez évident que ça va être très très compliqué pour le team. Cette saison dans tous les cas, et je pense qu'ils sont pas ils se leurrent pas sur le fait que pour eux c'est pas aussi évident que pour d'autres au vu de leur moto. Ouais, Donc, de ouais, toute façon clairement. Yamaha dans l'ensemble c'est très très compliqué. Ouais, Yamaha, quand on regarde en sport, si, en super sport, mais sur le reste des autres disciplines où ils sont engagés, il y a quand même pas beaucoup de motifs de réjouissance. Non, c'est clair. On va finir avant de parler rapidement des tests avec deux teams qui vont aller chercher, enfin deux constructeurs surtout qui vont aller chercher la lumière cette saison. Thibaut, c'est Honda et Bitmota avec Kawasaki. Ouais, bah Honda, bon, on va le dire, déjà la saison débute très mal, puisque Dixon s'est fracturé le poignet lors des tests de Phillip Island, et Chantra est déjà forfait pour Phillip Island. Donc là, ils n'ont aucun pilote. On sait que Dixon, pareil, il est quand même souvent par terre. T'as 2 pilotes débutants, les 2 sont déjà blessés au mois de février. Alors bon, la saison est longue, au moins c'est l'avantage de commencer la saison le 20 février. Mais ouais, je sais pas trop. Honda, ça fait le dernier pilote qui a été très bon sur Honda, c'est Jonathan Rea en 2010, 2011. Depuis, Et ça Honda, commence à remonter. Honda n'arrive pas à gagner de course. Ils avaient eu une victoire avec un peu de chance avec Nicky Hayden en 2015 sous la pluie, mais depuis Honda n'a pas de victoire. Donc voilà, faut pas chercher plus loin, c'est une catastrophe et je pense pas que ce soit Dixon et Chantra qui vont pouvoir changer. Moi justement, je pensais que Dixon allait pouvoir faire changer ça. Bon, c'est mal parti, hein, clairement. Mais Honda, pour moi, c'est toujours une énigme. Je comprends pas que cette moto ne marche pas en Superbike, alors que dans tous les autres championnats, alors le degré de préparation est moindre, mais dans tous les autres championnats où cette moto est engagée, elle est devant et elle gagne. Et ça, pour moi, c'est une énigme. Il y a eu beaucoup de changements dans la direction du team Superbike. Alors j'ai oublié son nom, l'ancien pilote irlandais qui a été un temps à la tête du team Superbike de Honda. Camier, Ça me reviendra, bref. Oui, c'est ça, merci. Léon Camier, ouais. Camier, ouais. Et quand Camier est arrivé, effectivement, on pensait que ça allait changer. En fait, ça a pas changé. Je crois qu'il a été à la tête du team pendant 2 saisons max et après il est parti. Et puis ça, ouais, ça marche toujours pas. Donc pourtant il y a de bons pilotes dessus. Donc ouais, Honda c'est difficile. Alors Chantra, je pense qu'il pourra pas faire pire que sa saison en MotoGP. Et Dixon, bah, je me disais qu'il pourrait briller parce que je pense qu'il a le profil pour être pas mauvais en World Superbike. Mais bon, non, en tout cas, ce sera pas sur le début de saison. En tout cas, là, ça commence mal, clairement. Ça va être les deux. Enfin, ça va faire partie des nombreux points à suivre cette saison et de voir s'ils sont capables d'évoluer comme vous l'avez dit. Du coup, pour rappel, parce qu'on en a vite fait parler, Dixon s'est blessé pendant les tests en FP1 mardi. Il a une fracture du poignet gauche et une contusion au coude, donc il est forfait pour l'Australie. Et puis Chantra, lui, il s'est blessé à l'entraînement en Malaisie et du coup, ce sera Nagashima qui va remplacer Chantra en Australie ce week-end. Pour clôturer cet épisode, les garçons, on va juste faire un point rapidement sur ce qui s'est passé à Phillip Island sur les tests, puisque au moment où on enregistre, ils viennent de se terminer. Sans surprise, après ce qu'on a dit, c'est Boulega qui a dominé les 4 dernières séances d'essai sur 2 jours. C'était le seul à tourner en 1,28, donc il avait un très bon rythme, ça laisse présager de bonnes choses pour lui pour la course samedi. Et il était suivi par Loves, vraiment à pas grand chose. Et Baldassari, comme j'ai dit, s'est placé troisième. Lui, il tournait en 1,29 328. Donc vraiment, ça se joue pour le moment à pas grand chose et le rythme va encore s'intensifier ce week-end. Et Bautista, lui, a terminé 11e. Il a même chuté pendant les essais. Donc c'est pas encore évident de s'adapter à son nouvel environnement pour le pilote. Et puis sur nos deux chouchous MotoGP, Oliveira lui a terminé 7e en 1,29 676, donc pas si loin de Baldassari finalement. Et Petrucci lui a terminé 12e
Donc il avait signé un très bon chrono le matin, mais moins l'après-midi. Donc voilà globalement ce qui s'est passé à Phillip Island. Si je vous demande votre pronostic pour cette première course de la saison, j'imagine que vous me dites Boulega. Ouais. Oui. Ouais, oui. Et les Ducati. Oui, c'est ça. Il y a pas trop de suspense. Les 2 dernières saisons, on avait quand même eu quasiment toutes les Ducati devant et on avait même peur que ce soit un championnat que Ducati. Donc là, on peut se dire que ça va être la même chose cette année. Même si, attention à Loves, qui a toujours été à Alex Loves, qui a toujours été très bon à Phillip Island. Alors c'est une des rares courses où il ne chute pas et où il fait podium. Donc pourquoi pas le voir sur le podium, mais on va pas trop en espérer non plus. Ouais, je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, c'est, je viens de me rendre compte, le seul épisode que Pierre ne fait pas parce qu'il ne peut pas dire toujours champion du monde dans cette catégorie pour le moment. C'est potentiellement le dernier épisode où il ne pourra plus dire ça parce que Boulega risque de facilement aller chercher le titre en fin de saison. Les garçons, on a fait le tour de la catégorie. On va se retrouver très vite pour un épisode sur le super sport pour parler de nos Français dans le championnat. Mais pour le moment, c'est tout pour nous. On se retrouve ce week-end en Australie pour suivre le début des pilotes dont on vient de vous parler. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast et même YouTube. Et si vous avez envie de venir discuter avec nous, vous pouvez nous retrouver sur Discord, Facebook et Twitter. Merci beaucoup les garçons et à très vite. Salut tout le monde.